La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre collection spéciale dédiée aux 80 ans de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous vous proposons de remonter le fil d'une dynamique essentielle dans l'histoire de notre système de protection sociale, celle de l'universalisation. Comment s'est construite cette idée d'un droit ouvert à toutes et à tous ? Quelles ont été les étapes, les résistances, les avancées ? Cette universalisation, que signifie-t-elle ? Est-elle aujourd'hui une réalité ? Pour décrypter cette évolution, nous avons le plaisir de recevoir à distance Benjamin Ferras, inspecteur général des affaires sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Alors, justement, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie ce terme compliqué d'universalisation ? Alors, en effet, la notion d'universalité est une des plus piégeuses qui soit. En particulier quand on évoque un système de socialisation des risques de l'existence comme l'est notre sécurité sociale. Au sens strict, un système est dit universel s'il couvre une population dans son ensemble. Mais on perçoit déjà deux difficultés. De quelle population parle-t-on ? De quelle couverture parle-t-on ? Alors, concernant la population, la notion d'universalité correspond le plus souvent aux citoyens ou aux résidents réguliers sur un territoire donné. Un système national de sécurité sociale est considéré comme universel s'il couvre tous les citoyens d'un pays ou toutes les personnes qui résident régulièrement dans ce pays. Concernant la couverture, il est plus délicat de se prononcer. Partons du principe qu'un système est universel s'il couvre toute une population pour ce qui est considéré, au plan national et international, comme un des risques de sécurité sociale, à savoir la vieillesse, la santé, la famille, l'emploi, le logement et enfin la pauvreté. Donc, un système est universel si, pour un des risques qu'il se propose de couvrir, il offre à tous une protection. Par exemple, en maladie, si le système rembourse pour toute la population les dépenses de santé. Mais au-delà, on confond souvent cette notion d'universalité avec deux notions bien différentes, celle d'unité et d'uniformité. Un système unique signifie qu'il y a un seul intervenant ou acteur administratif, un seul corpus de règles pour toute la population couverte. Un système uniforme consiste à ce que toutes les personnes relevant du système acquittent la même cotisation ou contribution et reçoivent la même prestation. Il n'y a pas de différence en recettes ou en dépenses selon les caractéristiques propres des cotisants ou des assurés. Donc, on peut avoir un système universel sans que ce système soit unique et uniforme. Cependant, très souvent, un système uniforme et unique en protection sociale est universel. En effet, cela correspond à un système avec une seule organisation pour un risque donné qui couvre toute la population de la même manière. C'est notamment très courant dans les pays d'Europe du Nord, par exemple. Mais il faut bien comprendre que l'on parle ici d'un idéal type qui n'existe pas ou très peu dans la réalité. Il y a peu de systèmes uniques purs, de systèmes uniformes purs ou de systèmes universels purs. Mais en revanche, on a bien, dans les comparaisons internationales, des systèmes professionnels ou des systèmes universels de protection sociale. Et donc, pourquoi dit-on qu'après 1945, le système français de sécurité sociale s'est universalisé ? C'est une très bonne question, Julie. Les fondateurs de la sécurité sociale en France en 1945 étaient influencés par les travaux de l'anglais Lord Beveridge et son système en 3 U. Universel, couvrant toute la population, unique, une seule entité de gestion, et uniforme, des prestations et prélèvements standards pour tous. Mais, en France, en 1945, les réticences ont été nombreuses à créer un seul système homogène couvrant toute la population. Aussi, la France a-t-elle fait le choix d'un système bismarckien, fait de régimes de sécurité sociale socio-professionnels différents. On ne contribuait pas de la même manière et on ne recevait pas les mêmes prestations selon qu'on était un agent du secteur public, un ressortissant des régimes spéciaux, un non-salarié, un actif agricole, salarié ou exploitant, ou un salarié du secteur privé. Ce système bismarckien présentait plusieurs limites, qui se sont confirmées au fil des années. Première limite, la solidarité n'était mise en œuvre que dans un cadre professionnel, et un régime avec une démographie défavorable pouvait rapidement être condamné. C'est ce qui a marqué par exemple le secteur agricole ou celui des mines.
Deuxième limite, seuls les actifs en emploi étaient couverts. C'était le modèle de Monsieur Gagne-Pain et Madame au foyer. Monsieur actif bénéficiait des assurances sociales du fait de son emploi et en faisait profiter ses ayants droit, notamment son épouse et ses enfants. Mais ce système est apparu inadapté face aux transformations familiales et sociales, avec la hausse du travail féminin, des divorces, des situations de célibat choisi, des unions libres, mais aussi système inadapté face aux transformations économiques qui ont fait qu'après les 30 Glorieuses, beaucoup d'actifs ont perdu leur emploi et perdaient de ce fait leur couverture sociale quand ils étaient au chômage. Troisième et dernière limite, le système, tant en termes de guichets que de prestations et de cotisations, se caractérisait par une grande complexité, voire une certaine illisibilité. Où s'adresser pour bénéficier de prestations? Quels sont les droits ouverts? De plus, alors que le modèle de l'après-guerre était souvent celui d'un emploi statutaire ou à vie, un actif exerçait une profession dans un secteur déterminé pendant toute sa vie professionnelle, ce modèle a largement évolué. Aussi, progressivement, ce système français initialement socio-professionnel et bismarckien est apparu de moins en moins adapté pour répondre à l'ambition qui avait été fixée en 1945, libérer chaque Français de l'incertitude du lendemain. Ce système bismarckien s'est progressivement beveridgeisé. Cela a constitué un mouvement d'universalisation. Toutes les populations ont été couvertes, les droits ont été ouverts, non du fait de la cotisation ou de l'activité professionnelle, mais du seul fait de la résidence régulière en France. Et, enfin, ce mouvement a aussi été celui de la garantie de couverture minimale et de la convergence des couvertures et des financements. Pouvez-vous nous présenter les moments marquants de ce chemin vers l'universalisation de la sécurité sociale ? Alors, le premier mouvement d'universalisation s'est inscrit dans la durée. Il a consisté à accorder des couvertures sociales à toute la population et, au premier chef, à tous les salariés et à tous les travailleurs indépendants. Ainsi, les salariés et exploitants agricoles n'ont bénéficié réellement de la sécurité sociale comme les autres professions que dans les années 60 et 70. À ce mouvement d'expansion de la couverture des populations s'est combiné un mouvement de convergence des couvertures. Risque après risque, les couvertures se sont en effet universalisées. En retraite, on peut penser au minimum vieillesse, introduit dès 1956, qui garantit à chacun un minimum de revenus quand on a atteint l'âge de la retraite. Cet outil a permis d'éviter la pauvreté ou de sortir de la pauvreté beaucoup de retraités et, au premier chef, des femmes qui n'avaient pas ou peu de droits. En ce qui concerne les prestations familiales, à compter de 1978, on a intégralement universalisé cette intervention. Le fait d'acquitter une cotisation n'était plus nécessaire pour disposer des prestations. Le seul critère retenu étant la résidence régulière sur les territoires français. On peut rappeler aussi que les prestations familiales sont les mêmes, quels que soient les régimes professionnels dont on relève. En ce qui concerne l'assurance maladie, 2 dates peuvent être avancées. La création de la couverture maladie universelle, CMU, en 1999, pour garantir que chacun a droit à la prise en charge de ses dépenses de santé, même s'il ne travaille et ne cotise pas. Et ensuite, l'avènement de la protection universelle maladie, la PUMA, en 2016. Désormais, tous les résidents réguliers en France de 16 ans et plus disposent de la prise en charge de leurs dépenses de santé. Mais ce mouvement n'a pas que concerné la couverture des risques sociaux. En ce qui concerne les régimes, les organisations et les guichets, ils ont été aussi progressivement rationalisés. Le régime général aujourd'hui ne concerne plus uniquement les salariés du secteur privé, mais de plus en plus de catégories. Il est devenu le régime par défaut. Il fait de plus en plus figure de régime universel ou à vocation universelle, hormis pour le risque de retraite, pour lequel subsistent de nombreux régimes socio-professionnels différents. L'universalité a aussi, et peut-être même avant tout, été financière. En effet, le cloisonnement entre régimes et branches limitait la solidarité et la socialisation des risques. Pour y remédier, des dispositifs de soutien des régimes bien portants vers les régimes en difficulté ont été instaurés, notamment au moyen de transferts et de compensations. Par ailleurs, on a cherché de nouveaux financements. Les cotisations ont été déplafonnées pour que tous soient mis à contribution dans la même proportion. Et on a créé de nouvelles recettes universelles. Je pense notamment à la contribution sociale généralisée qui est payée par tous et sur tous les types de revenus.
Au final, nous avons désormais, et largement par rapport au paysage de 45, une vision très globale et intégrée de la sécurité sociale, notamment au plan financier avec une approche par branche et par risque retenue et présentée chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Cette universalisation du financement a aussi conduit à une simplification du débat. On parle désormais des retraites en général, des soutiens aux familles, de la couverture maladie de manière globale. Ainsi, à l'universalisation des populations couvertes, des couvertures et des financements, a correspondu aussi une vision de plus en plus unique et intégrée de la sécurité sociale qui s'est imposée dans nos têtes et dans les faits comme un système de protection universelle devant couvrir chacun. Et pour conclure, peut-on dire que la sécurité sociale est-elle aujourd'hui universelle ? Peut-on encore progresser en matière d'universalisation des protections offertes aux assurés ? Alors les soutiens aux familles, les prises en charge des dépenses de santé sont aujourd'hui universelles. À cela, on a ajouté des soutiens de la sécurité sociale ou de la protection sociale qui couvrent tout le monde. On peut penser aux soutiens à l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, au minimum garanti aux retraités, au revenu minimum garanti à ceux qui n'ont pas d'emploi, à la prime d'activité même, qui permet à chacun de tirer un niveau garanti de revenu du fait d'une activité professionnelle. En partant d'un système cloisonné, socio-professionnel et bismarckien, la sécurité sociale s'est profondément transformée pour couvrir de plus en plus de populations en leur apportant des couvertures équivalentes. Cela s'est fait également par une convergence des organisations et des financements. Pour autant, comme vous vous interrogez là-dessus, notre sécurité sociale est-elle réellement universelle ? Alors pour certains, non, pas encore, et pas encore assez. Mais on mélange parfois allègrement les notions d'unité, d'uniformité et d'universalité. Ainsi, la réforme du système des retraites envisagée au début des années 2000 proposait un système universel de retraite. Mais ce système n'était pas qu'universel, il était aussi à vocation unique et avec des prestations uniformes. Reste que des singularités fortes demeurent. En termes de couverture, on peut penser à la prise en charge de l'invalidité, des accidents du travail ou maladies professionnelles et des différentes incapacités professionnelles ou non. Il y a en effet beaucoup de prises en charge différentes selon les secteurs socio-professionnels et les régimes. On peut aussi penser à la prise en charge des périodes de maternité qui demeurent différentes selon la nature de l'activité exercée par la future mère. En termes de financement, les efforts demandés aux différents actifs comme aux inactifs sont souvent assez différents, ce qui n'est pas sans poser de débat. En termes d'organisation, enfin, on constate un mouvement de rationalisation des guichets et des régimes. Certains rêvent d'un jardin à la française avec des caisses uniques, comme le souhaitait initialement Pierre Laroque. Mais d'autres défendent des caisses spécifiques, plus à même de répondre aux besoins particuliers de certains usagers. En fait, pour conclure, on voit combien ce mouvement d'universalisation a été puissant. Il a conduit et conduira à se poser des questions essentielles, qui ne sont plus celles de la couverture de tous, mais de la nature du système en type de couverture, en organisation et en financement, pour aller vers un système plus universel, aussi unique et uniforme que possible. Le débat sur l'universalisation demeure. Mais il est aussi un des signes, voire un symbole de l'évolution, donc du succès de notre sécurité sociale. Merci beaucoup Benjamin pour cet éclairage. Merci Julie, à bientôt. À bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.